Le jour du divorce, j'étais enceinte de 3 mois, mais mon mari était si occupé à régler les papiers d'enregistrement avec son ex-petite amie qu'il a tout signé d'un coup sans lire un seul mot. 10 ans plus tard, après avoir vu notre fils de génie à la télévision, le PDG repentant m'a recherché, consumé par le remords. Dans le palais de justice de Madrid, la voix de mon mari Javier sonnait froide et pressée. Signe vite, Sofia. L'avocat a déjà tout préparé comme tu l'as demandé. J'ai un rendez-vous urgent. J'ai serré ma main à l'intérieur de la poche de mon manteau d'imitation. Là, les résultats de l'échographie du matin reposaient froissés, un secret fragile et silencieux. 12 semaines. Ce petit être se formait dans mon ventre depuis 3 mois, précisément au moment où notre mariage s'effondrait. J'allais lui dire. J'allais utiliser cet enfant comme la dernière bouée de sauvetage pour nous sauver. Mais à ce moment-là, le téléphone de Javier a vibré. Il a ouvert le message à la hâte, et j'ai vu un sourire tendre et étrange courber ses lèvres. Il a répondu rapidement, « Attends encore 5 minutes. Je suis sur le point de finir. » 5 minutes. Mon mariage, ma jeunesse, le tout résumé dans les 5 minutes que cette femme attendait. J'ai avalé les mots que j'allais dire, ressentant une amertume dans ma gorge. Quel était l'intérêt de parler? Pour recevoir sa pitié ou pour lui faire croire que j'utilisais un bébé pour le garder? J'ai pris le stylo et j'ai parcouru l'accord de division des biens. Javier n'a même pas pris la peine de le relire. Il a arraché le papier de mes mains et l'a rapidement tourné à la dernière page. Son long doigt élégant a glissé sur la phrase en gras, « Pendant la période du mariage, les deux parties confirment qu'elles n'ont pas d'enfant en commun. » Il n'a pas hésité une seconde. Il a signé d'un trait ferme et fluide, comme s'il se libérait d'un poids de 1000 kg. À l'instant où la pointe du stylo a quitté le papier, j'ai su que le père de mon enfant était mort. Après avoir signé, Javier a pris un livret d'épargne et un trousseau de vieilles clés dans sa mallette, les poussant dans ma direction. Le vieil appartement en banlieue est déjà à ton nom, a-t-il dit, avec le ton généreux de quelqu'un qui donne l'aumône. Et ce compte contient assez pour que tu puisses vivre confortablement pendant quelques années. Considère que je ne t'ai pas laissé dans l'embarras. J'ai regardé les clés rouillées et le carnet. Si j'étais la Sofia fière du passé, j'aurais peut-être tout jeté à son visage et lui aurais tourné le dos. Mais maintenant, ma main reposait instinctivement sur mon ventre. Mon fils aurait besoin de lait, de couches et d'un toit pour l'abriter du soleil et de la pluie. La fierté vide ne nous nourrirait pas dans les moments difficiles qui nous attendaient. J'ai accepté calmement. J'ai tout mis dans mon sac et j'ai levé la tête, le regardant dans les yeux. J'apprécie ta générosité. Je vous souhaite, à toi et à elle, tout le meilleur. Javier a semblé surpris par mon calme, mais la sonnerie de son téléphone portable ne lui a pas laissé le temps de réfléchir. Il a hoché la tête précipitamment et a couru vers la voiture de luxe qui l'attendait à la porte du palais de justice. La porte s'est ouverte et j'ai aperçu la silhouette d'une femme sur le siège passager. Elle s'est penchée pour le saluer avec un sourire radieux. La voiture a démarré, me laissant seul sous une pluie torrentielle. Ce n'est qu'alors que mes larmes ont commencé à couler, se mêlant à la pluie salée. J'ai placé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré au petit être niché là, « Ton père est parti. À partir de maintenant, dans ce monde, il n'y a que toi et moi. Je te promets que je vivrai bien, mieux que n'importe qui d'autre. » 10 ans, c'est long, mais avec le recul, cela semble être un clin d'œil. J'étais dans la chambre noire de mon studio, Alma Studio, révélant méticuleusement chaque photographie en noir et blanc. L'odeur forte des produits chimiques se mêlait à l'arôme du vieux bois, créant le parfum caractéristique de cet endroit, le parfum qui nous a soutenus, mon fils et moi, pendant une décennie. Mon studio se trouve dans une ruelle cachée de Malazana, à Madrid, sans enseigne flashy ni publicité agressive. Malgré cela, les clients affluaient, attirés par l'authenticité et la profondeur de chaque image. J'ai accroché une photographie fraîchement développée sur la corde à linge. Sur celle-ci, un garçon de 10 ans était assis à la fenêtre avec un vieil ordinateur portable. La lumière filtrant à travers les feuilles des arbres illuminait le visage d'un enfant, mais avec une expression réfléchie et mature pour son âge. C'était Lucas, mon fils. Les souvenirs du passé me sont revenus en mémoire, aussi vifs que s'ils s'étaient produits hier. Le jour où j'ai vendu l'appartement que Javier m'avait laissé, j'ai économisé chaque centime et loué cette vieille maison délabrée pour ouvrir le studio. Lucas est né par une nuit venteuse d'octobre, exactement 6 mois après la signature des papiers du divorce. Je n'avais pas de père qui attendait devant la salle d'accouchement,
seulement ma mère déjà fragile me tenant fermement la main, me donnant du courage. Lucas n'a pas grandi comme les autres enfants bruyants de son âge. C'était un garçon de peu de mots, observateur, avec une étrange passion pour les chiffres et les lignes de code sur un écran d'ordinateur. Plus il grandissait, plus il ressemblait à Javier, de son nez droit et pointu à ses yeux enfoncés. Mais le regard de Lucas était plus vif et plus froid que celui de son père, peut-être parce qu'il avait ressenti l'absence d'un foyer complet depuis qu'il était petit. « Maman, le fer est brûlant. » La voix calme de Lucas m'a ramené à la réalité. J'ai sursauté et j'ai rapidement retiré le fer de sa chemise d'un blanc immaculé. Aujourd'hui était un jour important pour lui, la cérémonie de clôture et la remise des prix des Olympiades de robotique de la ville, où il allait prononcer un discours au nom des élèves de l'école primaire. J'ai soigneusement lissé chaque ride de la chemise, ressentant un mélange de fierté et d'une vague inquiétude. La nuit précédente, quand j'ai fermé le studio, j'ai remarqué une voiture noire garée au début de la rue pendant 2 heures. La plaque d'immatriculation était inconnue et les vitres teintées m'empêchaient de voir qui était à l'intérieur. Mon instinct de mère célibataire, forgé par 10 ans de lutte, me disait que quelqu'un nous surveillait. Cela ne pouvait pas être Javier. Maintenant, il était un magnate de la finance, sûrement trop occupé au sommet de sa gloire. Alors, qui cela pourrait-il être? La femme qui m'avait volé mon mari pourrait-elle être celle qui s'en prend maintenant à la vie de cet enfant? Maman, tu t'inquiètes pour quelque chose? Lucas m'a regardé. Ses yeux sombres semblaient lire dans mon âme. J'ai souri et j'ai ajusté son col, cachant mon anxiété. Ce n'est rien, chérie. Je suis juste nerveuse à l'idée de voir mon fils à la télévision. Allez, partons pour ne pas être en retard. Lucas a hoché la tête et a pris ma main. Sa main, bien que petite, était étonnamment chaude et ferme. Nous avons quitté notre petite rue et nous nous sommes mêlés à la foule pressée de Madrid. Je ne savais pas qu'au bout de la route, la voiture noire d'hier nous suivait silencieusement, comme un fantôme du passé prenant forme. Le palais des congrès de Madrid brillait de mille feux et était décoré avec pompe et circonstance, un contraste flagrant avec l'atmosphère sereine de mon studio. Des voitures de luxe remplissaient le parking. Des parents vêtus de leurs plus beaux habits et parfumés serraient la main d'enfants impeccablement soignés. Nous deux, dans nos vêtements simples mais soigneusement choisis, semblions être des notes dissonantes dans cette symphonie d'opulence. J'ai choisi un coin discret dans la galerie réservée aux photographes indépendants afin de pouvoir tout observer sans attirer l'attention. Lucas s'est assis au premier rang sur les sièges d'honneur réservés aux lauréats. Assis le dos droit, il maintenait un calme surprenant au milieu de ses collègues qui riaient et plaisantaient. La cérémonie a commencé par les longs discours habituels. Puis la voix cristalline du présentateur a résonné, et maintenant, nous avons l'honneur de présenter notre sponsor Diamant, quelqu'un qui a toujours soutenu les jeunes talents, Monsieur Javier Serrano, président du groupe Serrano. Le nom a résonné comme le tonnerre à mes oreilles, bien que je m'en doutais déjà. Des coulisses, un homme a émergé sous une salve d'applaudissements. C'était Javier. 10 ans plus tard, il était encore plus imposant et prospère. Son costume sur mesure accentuait sa haute stature, et sa posture exsudait la confiance de quelqu'un qui détient le pouvoir et l'argent. Iné était à ses côtés. Elle portait une robe de soirée scintillante et des bijoux en diamant, mais sous l'épaisse couche de maquillage, je pouvais distinguer les rides anxieuses au coin de ses yeux. Elle affichait un sourire forcé, industriel, s'accrochant au bras de Javier comme si elle avait peur que quelqu'un lui vole sa place. Le présentateur a continué, nous invitons sur scène le plus jeune prodige technologique de cette édition, l'élève Lucas Costa. Le projecteur a balayé la salle et s'est focalisé sur mon fils. Lucas s'est levé et a marché avec assurance vers la scène. Au moment où Javier a ramassé le trophée doré et s'est penché pour le remettre au garçon, un souffle de stupéfaction a parcouru l'auditorium. L'écran géant derrière montrait en gros plan les deux visages, un grand et un petit face à face, identiques comme deux gouttes d'eau, le front haut, le nez droit, même la légère cambrure caractéristique de la commissure des lèvres. La ressemblance était indéniable, irréfutable. Javier était pétrifié. La main tenant le trophée tremblait tellement qu'elle a failli tomber. Il fixait Lucas, les yeux écarquillés par le choc, comme s'il voyait sa propre image en miniature. Dans le public, mon instinct de photographe a parlé plus fort. J'ai porté l'appareil à mon œil et j'ai déclenché sans cesse. Clic, clic, clic. J'ai capturé le moment où Javier a perdu son sang-froid habituel. J'ai capturé le visage pâle d'Iné, dépourvu d'une goutte de sang, figé à côté de lui.
J'ai capturé l'agitation et les regards méfiants des centaines de personnes qui se sont tournées vers la scène. Iné, aussi astucieuse que jamais, s'est rétablie rapidement. Au lieu de monter sur scène pour faire une scène, elle s'est approchée de son assistant et lui a murmuré quelque chose avec une expression venimeuse. Quelques secondes plus tard, l'écran géant s'est soudainement éteint. C'était une intervention grossière pour empêcher l'image sensible de se propager, mais il était trop tard. Les photographies sur mon appareil avaient préservé toute la vérité nue et crue. Lucas a reçu le trophée, a fait une révérence polie et s'est calmement détourné, passant devant Javier comme s'il était un étranger. Javier a inconsciemment tendu la main, sa bouche bougeant pour l'appeler, mais Lucas se dirigeait déjà vers le coin sombre du public où je me trouvais. Quand Lucas a couru dans ma direction, le regard de Javier l'a suivi, et nos yeux se sont rencontrés au milieu de la foule. 10 ans d'amour et de haine, 10 ans de séparation, le tout condensé dans un regard aussi froid qu'un couteau. Il m'a reconnu, et je n'étais plus la femme soumise qui baissait la tête 10 ans auparavant. La lourde porte en bois du bureau du directeur s'est fermée, nous isolant du bruit et des regards curieux de l'extérieur. Le directeur, un homme plus âgé qui rayonnait sur scène il y a un instant, essuyait maintenant la sueur de son front, embarrassé. Il nous a invités à nous asseoir sur le canapé, sa voix tremblante alors qu'il essayait de rester poli. « Veuillez vous asseoir et boire de l'eau. Quoi qu'il en soit, nous réglerons cela entre nous afin de ne pas affecter l'image de l'école et des enfants. » Dès qu'il a fini de parler, l'élégante femme à côté de Javier a perdu son calme. Iné s'est précipitée vers moi, ses yeux, soigneusement maquillés, maintenant remplis de rage et de peur. Elle a pointé un doigt vers mon visage, sa voix stridente déchirant le silence. « Tu es très maligne, Sofia. Tu as disparu pendant 10 ans et maintenant que mon mari a du succès, tu te présentes avec cette mascarade pour mendier de l'attention. Utilises-tu cet enfant pour essayer de revenir dans la haute société, un monde auquel tu n'appartiendras jamais ?» Je me suis assise, rangeant calmement les vêtements de Lucas, ignorant ses insultes comme s'il s'agissait du sifflement du vent. Je n'ai pas regardé Iné, à mes yeux, elle n'était qu'une figure pathétique luttant contre la peur de perdre ce qu'elle avait. J'ai levé les yeux vers l'homme qui était toujours figé au milieu de la pièce. Javier m'a regardé, puis a regardé Lucas. Son regard oscillait violemment entre le doute et une certitude qui commençait à prendre racine. J'ai parlé, ma voix calme mais froide comme un lac en hiver. Tu es un homme d'affaires. Tu sais probablement mieux reconnaître la vérité que ta femme. Regarde bien le garçon. Regarde ses yeux, son nez et la façon dont il te regarde. À qui ressemble-t-il? Tu as déjà ta réponse, n'est-ce pas? Javier a fait un pas hésitant, comme si une force invisible l'attirait vers mon fils. Sa main tremblante s'est levée en l'air, voulant le toucher, mais sans courage. Ses lèvres ont bougé, formant une question dont il semblait craindre la réponse. Quel âge a le garçon? 10 ans, ai-je répondu laconiquement, chaque mot tombant clair et net. Son anniversaire est le 12 octobre. La pièce est tombée dans un silence absolu, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge au mur. J'ai vu les pupilles de Javier se contracter. Son cerveau d'homme d'affaires d'élite a commencé à travailler, reliant les chiffres froids à une cruelle vérité. Nous avons divorcé en avril. J'étais enceinte de 3 mois et je l'ai caché. Lucas est né en octobre, exactement 9 mois et 10 jours plus tard. Les chiffres s'emboîtaient parfaitement. N'ayant plus de place pour le déni, le visage de Javier est passé du rouge au blanc pâle. Il a trébuché en arrière, a buté contre la table basse et est tombé lourdement sur le canapé comme si sa colonne vertébrale avait été arrachée. Il m'a regardé, les yeux remplis d'horreur et d'un regret accablant, balbutiant des mots incohérents. Alors, à ce moment-là, tu étais déjà. J'ai esquissé un sourire amer, mais mes yeux ne souriaient pas. Oui. Pendant que tu te précipitais pour épouser le grand amour de ta vie, ton enfant se formait dans mon ventre. Mais tu t'en fichais. Tu étais trop occupé. Mes mots ont été comme le coup de grâce final, coupant le dernier fil de raison de Javier. Il a pris sa tête entre ses mains, ses larges épaules tremblant face à la vérité. Son instinct paternel s'est réveillé avec une telle force qu'il a oublié tout le monde autour de lui, y compris sa nouvelle femme, qui regardait tout en étant livide. Il s'est avancé, essayant de serrer l'enfant dans ses bras, sa voix se brisant alors qu'il disait « Mon fils, c'est moi, ton père. Je te demande pardon. » Mais Lucas a réagi plus vite qu'il ne l'espérait. Il a fait un pas en arrière, ferme et froid,
se plaçant devant moi comme un bouclier protecteur. Ses yeux sombres regardaient Javier sans aucun désir paternel, seulement de l'étrangeté et de la méfiance. « Reste loin, a dit Lucas, sa voix enfantine mais ferme. Je ne te connais pas. Ne touche pas à ma mère. Mon père est mort il y a longtemps. » Le bras de Javier est resté suspendu en l'air, maladroit et impuissant. Le rejet direct de l'enfant a été comme un seau d'eau froide qui lui a fait reprendre un peu de lucidité. Javier s'est tourné vers moi, son regard passant de la douleur à l'accusation, sa voix tremblante et teintée de ressentiment. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit pendant 10 ans ? Tu l'as caché. Tu m'as laissé vivre comme une personne irresponsable. Tu me hais tellement que tu veux me punir en m'enlevant mon droit d'être père. » J'ai regardé l'homme en face de moi et j'ai trouvé son égoïsme ridicule. Même maintenant, il ne pensait qu'à lui-même, jouant la victime. J'ai lentement sorti mon téléphone de mon sac et j'ai ouvert le dossier de photos que j'avais soigneusement conservé pendant une décennie. « Tu m'accuses de ne rien t'avoir dit ? » Je lui ai montré l'écran, agrandissant la photographie de l'accord de divorce. Le papier était jauni par le temps, mais l'écriture était encore nette. J'ai pointé la dernière phrase. « Regarde bien. À qui est cette signature ? Est-ce que tu l'as signée ? Confirmant que nous n'avions pas d'enfant ensemble. La phrase est juste au-dessus de ta signature. Te souviens-tu de ce jour-là ? Tu étais pressé d'aller retrouver ta bien-aimée. Tu as signé sans lire un seul mot. C'est toi qui as nié l'existence de ton propre fils. Personne ne t'a enlevé ce droit. » La photographie a été comme une gifle pour Javier devant tout le monde. Il a fixé l'écran, sa signature autrefois arrogante étant maintenant la preuve la plus irréfutable de sa culpabilité. Iné, voyant son mari acculé, a tenté de sauver ce qui restait de son honneur. « C'est faux », a-t-elle hurlé. « Tu as certainement falsifié les documents. De nos jours, on peut faire presque n'importe quoi avec Photoshop. Javier, ne la crois pas. Elle te trompe. Dégage. » Le cri de Javier a résonné comme le tonnerre, faisant frissonner Iné qui a regardé son mari avec choc. C'était la première fois en plus de 10 ans qu'il élevait la voix contre la femme de ses rêves. Javier n'a pas regardé Iné. Ses yeux étaient rivés sur le document sur l'écran du téléphone portable. Le regret et l'humiliation ont atteint leur apogée. Il savait que c'était vrai parce qu'il avait lui-même signé son propre décret de paternité. J'ai rangé mon téléphone, pris la main de Lucas et me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis tourné vers les deux silhouettes figées au milieu de la pièce et j'ai dit d'un ton léger, « La vérité n'a pas besoin d'être criée. Si vous voulez bien nous excuser, nous y allons. Nous ne voulons pas interrompre votre heureuse scène de famille plus longtemps. » J'ai conduit mon fils hors de cette pièce étouffante, laissant derrière moi les décombres d'un passé pourri, et j'ai levé la tête vers le soleil radieux de midi. Le lendemain matin, Javier m'a retrouvé dans un café niché dans une ruelle du Madrid des Habsbourg. L'endroit était presque vide. La mélodie d'une guitare flamenco se mêlait à l'arôme du café, créant une atmosphère tranquille qui contrastait fortement avec l'agitation en nous. Javier avait retrouvé son calme habituel d'homme d'affaires prospère. Il était assis en face de moi, son costume bleu foncé impeccablement repassé, ses cheveux coiffés. S'il n'y avait pas eu ses yeux cernés et le tapotement incessant de ses doigts sur la table en bois, il aurait semblé se préparer à une négociation commerciale. Mais je savais que cette négociation ne portait pas sur des profits, mais sur des liens de sang. Javier a poussé un document volumineux et un chèque dans ma direction. « Sofia, j'ai beaucoup réfléchi toute la nuit », a-t-il commencé, sa voix calme, mais avec son autorité habituelle. J'ai regardé les objets de valeur sur la table sans les toucher. J'ai pris une gorgée de mon café noir. L'amertume sur le bout de ma langue m'a rendu plus lucide que jamais. « Et quelle est la condition ? Tu n'es pas le genre d'homme à donner de l'argent sans attendre quelque chose en retour. » Javier m'a regardé dans les yeux, son regard brillant d'une ambition possessive. Les paroles de Javier étaient comme des aiguilles piquant ma fierté. Il était toujours le même, utilisant l'argent pour tout évaluer, même les liens familiaux. Il pensait qu'il suffisait de jeter de l'argent pour acheter 10 ans d'absence, pour acheter le mot au père à un enfant qui lui était étranger. J'ai souri, un léger sourire mais plein de mépris. J'ai repoussé le chèque et l'enveloppe vers lui. « Tu te trompes, Javier. Le nom de famille de mon fils est Costa. Son prénom est Lucas Costa. Sur son acte de naissance, le nom du père est vide.
Il n'a pas besoin de ton nom de montagne pour être quelqu'un, et encore moins de ton argent pour devenir un homme. Le visage de Javier s'est durci. Il a tenté de contenir sa rage, sa voix devenant plus grave. Ne sois pas égoïste, Sofia. Tu vas voler un avenir brillant à ton fils à cause de ta fierté. Tu sais ce que cela signifie d'être l'héritier du groupe Serrano, d'être au sommet. Quel droit as-tu de l'en empêcher? J'ai le droit d'une mère, ai-je interrompu. Ma voix ferme a résonné dans le silence. La mère qui l'a élevé seule, qui a passé des nuits blanches quand il était malade, qui lui a appris à écrire ses premières lettres pendant que tu étais occupé à bâtir ton empire. Son avenir, c'est lui qui le décidera. Pas toi. Javier a frappé son poing sur la table, faisant déborder la tasse de café. Sofia, ne me défie pas, a-t-il dit entre ses dents, révélant sa nature autoritaire. Dans cette ville, j'obtiens ce que je veux, et personne ne peut m'arrêter, pas même toi. Si tu ne coopères pas, ne me blâme pas de recourir à des mesures plus drastiques. Je me suis levé, j'ai ajusté mon sac et j'ai regardé l'homme aveuglé par la cupidité et la soif de pouvoir. Je n'ai ressenti ni peur ni hésitation. J'avais déjà survécu aux pires tempêtes de ma vie. Ces menaces n'étaient plus que des jeux d'enfants. Essaie, ai-je dit brusquement avant de me détourner et de partir. Le bruit de mes talons frappant le plancher en bois était régulier et ferme, laissant derrière moi l'homme puissant et sa fortune inutile. Dans les derniers jours de mai, la chaleur étouffante du début de l'été a commencé à s'installer dans chaque coin de la ville, apportant un sentiment d'oppression. Mais pour moi, l'oppression ne venait pas de la météo, mais des appels téléphoniques incessants annonçant une tempête sur Alma Studio. Cela a commencé avec les partenaires de longue date. Ils appelaient d'une voix hésitante et embarrassée, s'excusant de devoir annuler des contrats de photographie publicitaire, alors qu'ils étaient prévus depuis des mois. Les excuses étaient vagues, changement de stratégie marketing, coupe budgétaire, recherche d'une entreprise plus adaptée. Mais je connaissais assez bien l'industrie pour réaliser que derrière ces refus polis se cachait une main invisible manipulant tout, une pression immense qui les obligeait à me tourner le dos. Le point culminant est survenu un vendredi après-midi, alors que je retouchais les photos de remise de diplôme d'un groupe d'étudiants. Le propriétaire est apparu de manière inattendue. C'était un homme aimable qui s'était toujours soucié de mon fils et de moi, mais ce jour-là, son visage était rempli de tristesse. Il a laissé une enveloppe contenant de l'argent sur mon bureau, sa main tremblant alors qu'il la poussait dans ma direction. « Mademoiselle Sofia, je suis vraiment désolé, a-t-il dit d'une voix coupable. Je sais qu'il reste encore 2 ans sur le bail, mais mon fils se marie et veut garder cet endroit pour ouvrir un commerce. Je vous dédommagerai de 3 mois de loyer et des frais de déménagement. Je vous demande de comprendre. » J'ai regardé l'enveloppe et les yeux fuyants du propriétaire. Je savais que son fils vivait à l'étranger et n'avait aucune raison de revenir ouvrir une boutique à ce moment-là. Il n'y avait qu'une seule raison, quelqu'un lui avait offert un prix qu'il ne pouvait refuser ou une menace qui l'avait effrayé. Et cette personne ne pouvait être que Javier. Je n'ai pas compliqué les choses pour cet homme. Je comprenais à quel point le pouvoir de l'argent et de l'influence pouvait être terrifiant entre les mains de quelqu'un de peu scrupuleux. J'ai souri pour le rassurer. Je comprends, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte de partir dès que possible. Après son départ, j'ai fermé la porte du studio et je me suis appuyé contre le bois froid, respirant profondément pour contrôler le tremblement qui parcourait mon corps. Javier me coinçait, coupant ma source de subsistance pour me forcer à céder, à lui remettre Lucas. Il pensait que sans maison et sans argent, je m'agenouillerais et mendierais l'aumône. Mais il avait oublié une chose, les mauvaises herbes qui poussent au bord de la route ont une résilience bien plus grande que les fleurs de serre. Je n'ai pas paniqué comme il s'y attendait. Le soir même, j'ai appelé mes 3 employés, les informant qu'ils auraient des vacances payées indéfiniment. J'ai calmement sauvegardé toutes les données clients et photos importantes sur le cloud et j'ai emballé l'équipement le plus cher dans des étuis de protection. Quand je suis rentré à la maison, Lucas était sur le canapé en train de lire les nouvelles sur sa tablette. Il m'a regardé, son regard vif voyant clair à travers ma tentative de paraître forte. L'écran affichait une nouvelle concernant la récente acquisition d'une chaîne de magasins dans le centre-ville par le groupe Serrano. « Maman, il te fait du mal, n'est-ce pas ?» a demandé Lucas, sa voix calme mais contenant une rage réprimée. Je me suis assise à côté de lui et j'ai caressé ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit contretemps. Nous avons traversé des moments où nous n'avions rien. Une petite tempête ne fera que nous rendre plus forts.
Maman va arranger ça. Lucas n'a rien dit, il a juste pris ma main. La chaleur de sa petite main m'a transmis une force étrange. Javier pensait pouvoir cacher le soleil avec un doigt, utiliser l'argent pour faire taire tout le monde, mais il sous-estimait le pouvoir de la vérité et de la compassion à l'ère numérique. Je ne l'ai pas affronté directement. Je n'ai pas crié à la porte de son entreprise. Cela m'aurait juste fait paraître folle. J'ai choisi une contre-attaque silencieuse mais bien plus efficace. J'ai cherché Catalina, une ancienne camarade d'université qui était maintenant une journaliste d'investigation de renom dans un grand journal numérique. Dans un café au coin de la rue, je lui ai raconté mon histoire sans fioriture ni victimisation, juste les faits nus et crus de 10 ans de lutte. Catalina m'a écouté, les yeux rouges d'émotion et d'indignation. Elle a serré ma main fermement et a dit « Ne t'inquiète pas. La justice est peut-être lente, mais elle n'échoue pas. Je vais t'aider à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » 2 jours plus tard, un long reportage a été publié sous le titre « Le voyage de 10 ans d'une mère célibataire et de son fils génie rejeté ». L'article ne mentionnait pas directement Javier ou le groupe Serrano, utilisant seulement des initiales, mais les détails soigneusement choisis ne laissaient place à aucun doute. L'article racontait l'histoire d'un homme qui a abandonné sa femme, enceinte de 3 mois, pour une passion passée. Il parlait de la signature froide sur l'accord de divorce qui niait l'existence d'un enfant. Il racontait les nuits pluvieuses où une jeune mère se précipitait à l'hôpital avec son enfant fiévreux et l'histoire d'un garçon qui a grandi sans père mais avec une intelligence extraordinaire. Il se terminait par l'image d'un père riche revenant utiliser son pouvoir pour écraser son ex-femme et voler son fils. Le pouvoir d'Internet a été écrasant. L'article a été partagé à une vitesse fulgurante. Les cyber-enquêteurs ont commencé à relier les points, déterrant les photographies que j'avais prises de Javier lors de la cérémonie de robotique. Bien que son visage soit flou, sa silhouette et le contexte étaient indéniables. L'opinion publique a basculé de manière spectaculaire. Les critiques sur le comportement hypocrite de l'élite et l'indignation face à l'oppression d'une femme vulnérable ont éclaté. L'action du groupe Serrano a commencé à vaciller. Les partenaires commerciaux sont devenus prudents. Javier, au sommet de son piédestal, a senti sa chaise vaciller. Il a réalisé que son ex-femme autrefois soumise possédait une arme redoutable. L'opinion publique ne pouvait plus me presser ouvertement, car chacun de mes mouvements était désormais surveillé par des millions d'yeux. J'ai lu le message et j'ai souri de soulagement, mais sans aucun sentiment de victoire. Ce n'était pas une victoire, c'était seulement de l'autodéfense. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Je savais que Javier n'abandonnerait pas facilement l'idée de prendre Lucas. Il ne faisait que reculer temporairement pour trouver une approche différente, plus subtile et dangereuse. La guerre pour l'argent s'était peut-être calmée, mais la guerre pour les liens du sang et la raison ne faisait que commencer. Le faux calme a duré 2 semaines avant que la tempête ne revienne cette fois-ci non pas sous forme de menace, mais enveloppée dans une façade de glamour et de tentation. Un matin, le facteur m'a remis une enveloppe express élégante aux lettres dorées. Le destinataire était Lucas Costa. À l'intérieur se trouvait une invitation à un camp d'été international de robotique à Marbella, sur la Costa del Sol, organisé par une prestigieuse entreprise technologique singapourienne. J'ai lu le contenu et j'ai froncé les sourcils. C'était un camp d'été pour les jeunes talents les plus brillants de la région, dirigé par le professeur Daniel, une légende dans le domaine de l'intelligence artificielle que Lucas idolâtrait. Le plus étrange était que Lucas avait été invité nominativement avec tous les frais de voyage et d'hébergement payés pour 7 jours dans un complexe hôtelier 5 étoiles. C'était trop parfait, trop beau pour être vrai. Et je savais qu'il n'y a pas de repas gratuit, surtout à un moment aussi délicat. J'ai retourné l'invitation et j'ai vu le petit logo du sponsor exclusif en Espagne, le groupe Serrano. J'ai ri amèrement. Javier avait changé de tactique. Sachant que la force n'avait pas fonctionné, il était passé à la carotte. Il attaquait mon point le plus faible, qui était aussi la plus grande passion de Lucas. Il voulait créer un espace isolé pour utiliser son argent, ses connaissances et son glamour afin de conquérir le fils qu'il avait abandonné. J'ai pensé à déchirer l'invitation. Je voulais protéger mon fils des sales tours des adultes. Mais à ce moment-là, Lucas est rentré de l'école. Il a vu l'invitation sur la table, et ses yeux normalement calmes ont brillé comme des étoiles. Il l'a prise et a lu chaque mot avec empressement, son doigt tremblant en touchant le nom du professeur Daniel. « Maman, c'est le professeur Daniel. Il va donner des cours. »
C'est mon rêve, s'est-il exclamé d'une voix remplie d'une excitation enfantine rare. J'ai regardé mon fils, le cœur serré. Comment pourrais-je détruire sa joie? Comment pourrais-je, par égoïsme et par peur, le priver d'une opportunité d'apprentissage aussi précieuse? Mais si je le laissais partir, ce serait comme le livrer au loup. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis assise en face de lui, en le regardant dans les yeux. Lucas, veux-tu vraiment y aller? Oui, maman, je veux apprendre des meilleurs, a-t-il dit fermement. D'accord, ai-je dit, prenant la décision la plus difficile. Je te laisserai partir, mais à 2 conditions. Premièrement, je pars avec toi. Deuxièmement, nous n'accepterons aucun parrainage. Je paierai toutes nos dépenses. Lucas m'a regardé, sentant peut-être quelque chose dans mon sérieux, mais sa passion était si grande qu'il a accepté immédiatement. Je savais que je marchais dans la gueule du loup, mais j'avais confiance en la force de mon fils et en ma propre détermination. Les 7 prochains jours seraient un véritable test. Le complexe 5 étoiles de Marbella nous a accueillis avec un soleil radieux et la brise marine salée. Le luxe était partout, mais pour moi, tout cela n'était que le décor d'une pièce de théâtre qui allait commencer. Javier est apparu dans le hall de l'hôtel en tant qu'hôte. Il portait un polo blanc et un pantalon clair, essayant de paraître jeune et accessible. Quand il nous a vus entrer, ses yeux se sont illuminés et il s'est précipité vers nous, manquant de nous embrasser. « Êtes-vous déjà arrivé? Le voyage s'est-il bien passé ?» a-t-il demandé avec sollicitude, essayant de prendre ma valise. J'ai fait un pas en arrière, maintenant une distance polie mais froide. « Merci. Nous nous en chargerons. Nous sommes venus participer au camp d'été. J'espère que vous vous comporterez comme un hôte. » Javier a été légèrement déconcerté mais a rapidement retrouvé sa confiance. Il s'est tourné vers Lucas, lui tendant une grande boîte bien emballée. « Lucas, ton oncle a un cadeau pour toi. C'est le dernier ensemble Lego technique, une édition limitée, et un ordinateur portable de pointe pour la programmation. » Le cadeau, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, était le rêve de tout enfant. Javier regardait Lucas avec attente, convaincu qu'aucun enfant de 10 ans ne pourrait résister. Il utilisait la méthode la plus simple qu'il connaissait pour acheter l'affection, l'argent. Mais Lucas a juste regardé la boîte, puis Javier avec une expression étonnamment calme. Il a mis ses mains derrière son dos et s'est incliné poliment, mais sa voix était glaciale. « J'apprécie votre gentillesse, monsieur, mais ma mère m'a appris à ne pas accepter de cadeaux d'inconnus, surtout des choses aussi chères. Vous pouvez les garder. J'ai déjà mon ordinateur. » Ayant dit cela, Lucas a tapoté son sac à dos usé où il gardait le vieil ordinateur portable qu'il avait acheté il y a 3 ans. Le geste était comme une gifle invisible pour la fierté de Javier. Le sourire sur ses lèvres s'est figé, sa main avec le cadeau suspendu en l'air. J'ai ressenti un mélange de fierté et de douleur. Mon fils, bien qu'élevé avec des difficultés matérielles, avait une estime de soi plus grande que n'importe quelle montagne. La barrière qu'il érigeait entre lui et Javier n'avait pas été instiguée par moi, mais construite par sa propre éducation et son caractère. Dans un coin du hall, j'ai aperçu une femme avec de grandes lunettes de soleil et un chapeau à large bord, nous observant furtivement. Malgré le déguisement, sa posture tendue et la haine émanant de ses gestes m'ont fait immédiatement reconnaître Iné. Elle n'avait pas eu confiance pour laisser Javier partir seul, elle l'avait suivi là, remplie de jalousie et de méfiance. J'ai souri avec découragement et j'ai tiré Lucas vers l'ascenseur. Cette réunion semblait être plus fréquentée que ce à quoi je m'attendais. Le 2e jour du camp d'été a commencé dans une atmosphère de compétition dans l'énorme laboratoire équipé d'une technologie de pointe. Les équipes ont été annoncées. J'étais dans la zone d'observation des parents, regardant Lucas à travers une vitre insonorisée. L'écran géant affichait la composition de son équipe. Ils étaient 3. Les 2 autres garçons du même âge étaient complètement différents. L'un d'eux, plus gros, jouait sur une console portable tout en mâchant du chewing-gum. L'autre, mince et avec des lunettes épaisses, bâillait constamment. J'ai froncé les sourcils. C'était un piège trop évident. Alors que les autres équipes étaient équilibrées, celle de Lucas était un désastre. Les 2 autres étaient clairement des « fils à papa », envoyés là uniquement pour le prestige, sans intérêt ni connaissance en robotique. Javier est apparu derrière la vitre, les bras croisés, avec un sourire présomptueux sur les lèvres. J'ai compris son intention. Il voulait créer un obstacle insurmontable pour Lucas afin que,
dans son moment de plus grand désespoir, il puisse apparaître comme un sauveur, un héros aux yeux de son fils. Le premier défi consistait à assembler un robot tout-terrain de base. Alors que les autres équipes travaillaient ensemble, la table de Lucas était silencieuse. Le gros garçon a jeté les pièces sur la table. Je ne sais pas comment faire ça. À la maison, c'est la bonne qui assemble mes Legos. L'autre garçon a posé sa tête sur la table et s'est endormi. Lucas est resté là, momentanément perdu, mais pas paniqué. Sans discuter, il a ouvert sa boîte à outils et a commencé à organiser méticuleusement chaque vis, chaque pièce. La sueur a commencé à perler sur son front. Il faisait le travail de 3 personnes à lui seul. Le voir lutter avec les schémas complexes me brisait le cœur. Je voulais faire irruption dans la pièce et crier à l'injustice, mais je me suis retenu. Si j'intervenais, je le priverais de son opportunité de grandir. Et par-dessus tout, j'avais confiance en Lucas. Javier m'a regardé en s'attendant à une réaction de colère ou à une demande d'aide, mais je suis resté immobile, le dos droit, le regard fixé sur mon fils. Il semblait surpris. Le sourire a disparu de son visage. Il ne comprenait pas que notre plus grande force n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais la résilience forgée dans les tempêtes. La veille de la finale, la tension était palpable. Les lumières des laboratoires étaient encore allumées. J'ai apporté à Lucas un verre de lait chaud et je l'ai regardé par la fenêtre. Il continuait à travailler sur son robot inachevé. Ses 2 coéquipiers étaient déjà partis dormir depuis longtemps. Le problème venait du moteur. Les pièces fournies par l'organisation étaient basiques, avec une puissance insuffisante pour la conception ambitieuse de Lucas. Le robot ne serait pas capable de gravir la rampe à 45 degrés du test final. Lucas assemblait et désassemblait. Son visage était sale d'huile, ses yeux étaient creusés par la fatigue, mais il avait une détermination inébranlable. La porte du laboratoire s'est ouverte et Javier est entré, portant une boîte métallique brillante. « Tu as du mal, gamin. Les autres équipes ont déjà fini. » Lucas a levé la tête, l'a salué brièvement et s'est remis au travail. Javier a posé la boîte sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un ensemble de servomoteurs haut de gamme importés d'Allemagne, 3 fois plus puissants que les normaux. Les yeux de Lucas ont brillé un instant. Tout passionné de technologie reconnaîtrait la valeur de ces pièces. Cela n'a pas été distribué aux équipes, a dit Lucas. Javier a souri le sourire de quelqu'un qui a le pouvoir. C'est vrai. C'est à moi. J'ai vu que tu avais beaucoup de travail à transporter l'équipement sur ton dos. Je peux te le donner. Avec ça, ton robot sera inarrêtable. Tu es assuré de gagner. Je n'ai qu'une petite condition. Il s'est penché, regardant Lucas dans les yeux, sa voix séduisante. Appelle-moi au papa juste une fois, et ceci et la victoire de demain seront à toi. De l'extérieur, mon cœur s'est arrêté. Javier jouait sa dernière carte, utilisant des biens matériels pour acheter l'âme d'un enfant. Lucas a regardé le moteur, puis Javier. Dans ses yeux sombres, j'ai vu une lutte. Il aspirait à la victoire, mais soudain son regard est devenu calme et stable. Il a poussé la boîte vers Javier et a secoué la tête. Merci, monsieur. Cette pièce est excellente, mais elle n'a pas sa place dans cette compétition. Ma mère m'a appris qu'une victoire obtenue par la triche n'a aucune valeur. Je gagnerai avec ce que j'ai. Avec ma tête. Javier était stupéfait. Il ne pouvait pas croire qu'un garçon de 10 ans, face à une telle tentation, la rejette si catégoriquement et fièrement. Lucas s'est tourné vers ses vieilles pièces et a ajouté une phrase qui a laissé Javier sans voix. Et monsieur, mon père est mort. Je n'ai qu'un seul père dans mon cœur, même s'il n'est plus là. Je me suis appuyé contre le mur, les larmes coulant sur mon visage, mais avec un sourire sur les lèvres. Mon fils me ressemblait plus que je ne le pensais. Il était pauvre, mais la pauvreté n'a pas brisé son dos. La finale s'est déroulée dans un auditorium comble. L'équipe adverse la plus forte, équipée de pièces coûteuses, a réalisé une performance sans faute. Leur robot a survolé les obstacles et franchi la ligne d'arrivée sous des applaudissements assourdissants. C'était au tour de l'équipe de Lucas. Son robot, qui semblait rudimentaire et bricolé, s'est dirigé vers la ligne de départ. Ses 2 compagnons se sont recroquevillés dans un coin, laissant Lucas tout contrôler seul. Le robot de Lucas avançait lentement. Le public a commencé à chuchoter. Javier,
au premier rang, avait une expression froide, pensant peut-être que Lucas allait payer pour son entêtement. Mais lorsqu'ils ont atteint la rampe à 45 degrés où leur moteur faible aurait dû échouer, un miracle s'est produit. Au lieu d'essayer de forcer la montée, le robot s'est arrêté, a déployé 2 bras mécaniques, s'est agrippé au rebord de la rampe et a commencé à grimper lentement. L'auditorium s'est tu. Ce n'était pas la puissance du moteur, c'était la puissance de l'algorithme. Lucas avait reprogrammé le système d'intelligence artificielle pour que le robot puisse reconnaître le terrain et changer son mode de locomotion. Il était plus lent, mais plus intelligent que n'importe quelle autre machine là-bas. Lorsque le robot a franchi la ligne d'arrivée, bien que plus lent que le premier, les applaudissements ont été plus forts que jamais. Le professeur Daniel s'est levé et a applaudi avec enthousiasme. Lors de la cérémonie de remise des prix, l'équipe de Lucas n'a pas remporté le prix de la vitesse, mais a reçu le plus prestigieux, le prix de l'innovation disruptive, remis par le professeur Daniel lui-même. Dans le monde de la technologie, a dit le professeur dans le micro, le matériel peut être acheté avec de l'argent, mais la pensée créative n'a pas de prix. Ce garçon a montré que l'esprit humain est le moteur le plus puissant. Javier, dans le public, applaudissait avec les autres, mais son cœur était lourd. J'ai regardé mon fils, qui souriait dans ma direction. Javier a réalisé que son argent et son pouvoir étaient inutiles comparés au talent et à l'éducation que j'avais donné à notre fils. Il avait perdu, complètement vaincu dans le jeu qu'il avait lui-même créé. Le dîner de gala de clôture a eu lieu au bord de la piscine sous des lumières scintillantes. Sous le calme apparent, les tensions couvaient. Iné est apparu, visiblement ivre. La jalousie et la frustration des derniers jours l'avaient transformée en une bombe à retardement. Elle a titubé vers notre table avec un verre de vin rouge à la main. « Très bien, tel père, tel fils », a-t-elle dit avec un rire rauque. La mère joue la sainte et le fils le génie. Quel grand théâtre! Tous les regards se sont tournés vers nous. Javier, qui était de l'autre côté, a couru dans notre direction. Iné a pointé Lucas du doigt, sa voix étant un sifflement venimeux. Ne pense pas que tu trompes qui que ce soit, tu n'es qu'un bâtard. Ta mère est une briseuse de foyer et tu es le fruit du péché dont personne ne veut. D'un geste brusque, elle a jeté le vin rouge sur Lucas, tachant sa chemise blanche. Lucas s'est figé, choqué. Personne ne l'avait jamais humilié de la sorte. Za. Une gifle a résonné, déchirant le silence. Ce n'était pas Javier, c'était moi. Je me suis levé, ma main brûlant du coup que j'avais donné au visage d'Iné. Mon corps tremblait, non pas de peur, mais de fureur. Elle pouvait m'insulter, mais je ne lui permettrais jamais de toucher à mon fils. Je l'ai saisi par le cou. Ma voix était basse et menaçante. Écoute-moi attentivement. Tu peux m'insulter, je m'en fiche. Mais si tu touches à mon fils, tu es fini. Ne m'oblige pas à arracher ce masque de vertu devant tout le monde. Javier est arrivé et a tiré Iné de côté. Il m'a regardé, puis la tache de vin sur la chemise de notre fils, ses yeux remplis de douleur et de culpabilité. Il s'est tourné vers Iné et, pour la première fois, lui a crié dessus en public. Es-tu folle? Sors d'ici. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te traîner dehors. Iné a regardé son mari, choquée. Elle ne s'attendait pas à être mise à la porte à cause de ce garçon. La fête s'est terminée dans le chaos, laissant des blessures que ni le vin ni les larmes ne pourraient laver. Javier m'a regardé, ses yeux implorants. Sofia, ce qui s'est passé ce soir était la faute d'Iné. Je te présente mes excuses en son nom, ainsi qu'à Lucas. S'il te plaît, oublie ça. Ne fais pas de scène. Nous avons une réputation à préserver. J'ai trouvé ridicule son inquiétude pour sa réputation. Il se souciait plus de son image que de la blessure émotionnelle de son fils. Je n'ai pas répondu, j'ai juste sorti mon téléphone de mon sac et j'ai appuyé sur lecture. Tu n'es qu'un bâtard. Ta mère est une briseuse de foyer. La voix aiguë d'Iné a résonné dans le silence. Le visage de Javier est devenu blanc. Ne bouge pas, ai-je dit froidement. Le fichier est déjà sur le cloud. Tu peux casser ce téléphone, mais ça ne servira à rien. Javier s'est figé, mais ce n'était pas tout. J'ai ouvert un autre fichier là dans ma manche. Javier, tu te souviens de cette fondation caritative? La fondation Cœur Heureux, que ta femme préside, ai-je demandé nonchalamment. Et alors? Eh bien,
voici les rapports financiers internes. Ta femme a détourné près de 300 000 € pour acheter des sacs à main et des bijoux et pour couvrir des pertes dans des investissements immobiliers. Des fausses factures. Tout est là. Iné tremblait, bafouillant, tu me diffames. Et il y a plus. J'ai continué à lui montrer les messages d'il y a 10 ans quand il se voyait en secret alors que j'étais enceinte. Tu pensais que je ne savais pas? Je savais tout. Je ne me suis simplement pas rabaissé à parler. Mais maintenant, je pense que les actionnaires du groupe Serrano et la presse seraient très intéressés par l'histoire d'un président à la vie privée scandaleuse et d'une première dame qui détourne l'argent des enfants pauvres. Mon doigt survolait le bouton d'envoi. En un clic, tout cela parvient au conseil d'administration et aux grands journaux demain matin. Que adviendra-t-il des actions du groupe Serrano? Ton siège de président restera-t-il sûr? Javier m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Devant lui se tenait une femme rusée et impitoyable qui détenait le pouvoir de détruire la carrière qu'il chérissait plus que sa propre vie. Le vent de la nuit semblait plus froid. Javier a regardé Iné pleurer sur le sol, puis Lucas, qui m'attendait dans un coin. Une bataille faisait rage en lui, le désir de retrouver son fils contre l'empire qu'il avait bâti. « Que veux-tu » a-t-il demandé d'une voix rauque. « C'est simple. Je veux une paix absolue pour moi et mon fils. Tu vas signer un document légal renonçant à tous tes droits parentaux sur Lucas. Tu ne pourras plus jamais le rechercher ou perturber sa vie, et tu éduqueras ta femme. En échange, je supprime tout cela et je reste silencieuse à jamais. Tu es cruelle, Sophia. Tu me forces à abandonner mon propre enfant. » J'ai ri un son froid dans la nuit. Comparé à ce que tu as fait, abandonner ta femme enceinte? Comparé à ce que ta femme a fait, humilier un garçon de 10 ans? Ma cruauté n'est rien. Javier, tu es un homme d'affaires. Tu connais la loi de l'échange. Tu ne peux pas tout avoir. Choisis ton enfant ou ton siège de président. Le temps passait lentement. Il a regardé Lucas une dernière fois. Ses yeux étaient remplis de regrets et de douleur, mais ils ont été rapidement remplacés par un calcul froid. « D'accord » a-t-il dit. Finalement, la réponse ne m'a pas surprise, mais j'ai tout de même ressenti un pincement de tristesse. Au bout du compte, l'amour paternel n'était pas plus fort que l'argent et le pouvoir. Brillant. Mon avocat te contactera demain matin. J'espère que tu tiendras ta parole. Je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi un homme tête basse, les épaules tremblantes. J'avais sauvé sa carrière, mais je savais qu'à partir de ce moment, son âme resterait à jamais incomplète. Le lendemain matin, dans la salle de réunion privée de l'hôtel, mon avocat a posé l'accord sur la table. Javier, le visage creusé, a pris le papier. Partia, Javier Serrano accepte de renoncer à tous ses droits et devoirs relatifs à Lucas Costa. Chaque mot était comme une aiguille dans ses yeux. Sa main tremblait. Signe, Javier, ai-je dit calmement. Les actionnaires t'attendent. Il a grincé des dents et a signé. Sa signature n'était plus la même qu'il y a 10 ans, elle était tremblante et lourde. J'ai vérifié la signature et j'ai demandé à l'avocat de garder le document. Puis, devant lui, j'ai supprimé définitivement tous les fichiers de mon téléphone portable. Je tiens ma parole. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. J'ai quitté la pièce et je suis allé chercher Lucas, qui m'attendait dans le hall. Ça y est, maman? Oui, mon fils. Rentrons à la maison. Plus personne ne va nous déranger. Il ne va plus jamais me chercher, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Sa voix était un mélange de soulagement et d'une pointe de tristesse. Non, c'est fini. Nous avons quitté l'hôtel main dans la main. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je savais que derrière une fenêtre, un homme nous regardait, se sentant comme s'il s'était amputé d'une partie de lui-même, une douleur qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Le temps a passé. 1 an plus tard, nos vies ont repris leur cours normal. Alma Studio a prospéré. Lucas a poursuivi sa passion pour la programmation, remportant des prix nationaux et internationaux. Les journaux parlaient de la merveille technologique, mais le nom de Javier Serrano n'a plus jamais été associé au sien. Pendant ce temps, le « foyer heureux » de Javier pourrissait de l'intérieur. Le mariage avec Iné est devenu froid et distant. Il a emménagé dans un penthouse près du bureau, la laissant seule dans l'immense et froid chalet. Tourmenté par l'image de Lucas,
Javier a commencé à boire davantage, murmurant le nom de son fils lors de ses nuits de solitude. Iné, consumé par la jalousie, est devenu de plus en plus incontrôlable. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la femme du président, toujours habillée des marques les plus chères, se noyait dans les dettes pour combler le vide et l'insécurité. Face à l'indifférence de Javier, Iné s'est impliquée dans des investissements à haut risque, allant de projets immobiliers frauduleux à des systèmes de crypto-monnaie. Quand l'argent est venu à manquer, elle a utilisé le nom de son mari pour contracter d'importants prêts auprès d'usuriers. La vérité a éclaté au grand jour lorsqu'un groupe de collecteurs de dettes a envahi le hall du groupe Serrano, criant et insultant alors que Javier recevait une importante délégation étrangère. L'humiliation a été totale. Il a remboursé la dette pour les faire taire, mais le peu qu'il restait de leur mariage s'est effondré. Ce soir-là, il y a eu une violente dispute dans le chalet. L'ancienne employée de la famille m'a dit qu'elle n'avait jamais vu le patron aussi en colère. « Regarde-toi. Tu es cupide, ignorante et frivole. J'étais aveugle quand j'ai quitté ma famille pour toi. » Il l'a enfin réalisé. La femme qu'il pensait être son grand amour n'était qu'une coquille vide. Après cette nuit, Javier a quitté la maison pour de bon. Le mariage glamour dont il faisait autrefois étalage n'était plus qu'une ruine, attendant son effondrement final. 20 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. Maintenant, je suis une femme de 50 ans avec quelques cheveux gris, mais une âme sereine. J'ai confié le studio à de plus jeunes collaborateurs et je consacre maintenant mon temps au voyage et à la photographie. Lucas, le garçon au vieil ordinateur portable, est maintenant un jeune homme grand et distingué d'une vingtaine d'années. Il a terminé son doctorat en intelligence artificielle en Suisse en un temps record, devenant un phénomène dans le monde de la science. Un jour, il m'a appelé, enthousiaste. « Maman, j'ai été invité à être le conférencier principal au sommet mondial de la technologie à Genève. Viens avec moi. » Bien sûr, j'y suis allé. J'étais assise au premier rang, entouré d'universitaires de renom, tous regardant avec respect le jeune orateur sur scène. Lucas, élégant dans un costume bleu foncé, parlait avec assurance de l'application de l'IA en médecine pour sauver des millions de vies. Je l'ai regardé, et des larmes de bonheur ont coulé sur mon visage. Toutes les difficultés du passé en avaient valu la peine. Alors que la lumière balayait la salle, mon regard s'est posé sur une silhouette dans un coin sombre. Javier était au dernier rang. 20 ans de solitude l'avaient dévasté. C'était maintenant un vieil homme, voûté, aux cheveux complètement blancs, s'appuyant sur une canne. Il fixait la scène, les yeux embués de larmes, voyant Lucas comme un trésor qu'il avait perdu à jamais. Il n'osait pas s'asseoir plus en avant, choisissant l'ombre pour voir son fils en chair et en os une dernière fois. Quand Lucas a fini, il a dit « Je dédie cette réussite à la femme la plus extraordinaire de ma vie, qui a été pour moi à la fois un père et une mère, et qui m'a appris à rester ferme face à toute tentation. Merci, maman Sofia Costa. » Le public m'a applaudi. J'ai regardé à nouveau dans le coin sombre et j'ai vu Javier trembler, se couvrant la bouche pour étouffer un sanglot. L'accord qu'il avait signé était désormais un mur infranchissable le séparant du bonheur. Il n'en avait pas le droit, il n'en était pas digne. Javier a baissé la tête et a quitté discrètement la salle par la sortie de secours. Sa silhouette solitaire et hésitante semblait tragiquement déplacée dans cet environnement de succès. Je l'ai regardé maintenant sans haine, seulement avec un soupir. La vie est juste. Il a choisi la carrière et l'argent, et maintenant, au sommet de la gloire de son fils, il payait le prix d'une solitude absolue. Après la conférence, nous sommes allés dans un petit café au bord du lac. Un homme plus âgé, bien habillé, s'est approché de notre table. J'ai reconnu Sergio, le fidèle assistant qui avait accompagné Javier pendant 30 ans. « Mademoiselle Sofia, jeune Lucas » a-t-il dit d'une voix brisée. « Mon patron est déjà parti. Il m'a demandé de ne pas vous déranger, mais a insisté pour que je donne ceci au jeune Lucas. » Il a laissé une petite boîte en bois sur la table. Lucas l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB noire et un épais dossier de documents juridiques. Dans ma mémoire se trouvent les mots que mon patron a voulu vous dire ces 20 dernières années, a continué Sergio en essuyant une larme. Et ce dossier contient toutes ses actions personnelles du groupe Serrano pour créer une nouvelle fondation caritative. La fondation Aurora, dédiée au soutien des jeunes talents en technologie, souhaite que le jeune Lucas en soit le gestionnaire. C'est sa récompense pour être allé si loin. Il a dit qu'il vous devait à tous deux des excuses sincères.
Sergio s'est éloigné et a disparu dans la neige qui tombait. Ce soir-là, à notre hôtel, Lucas a inséré la carte mémoire dans l'ordinateur. Il y avait des centaines de lettres jamais envoyées, écrites pendant les longues nuits d'insomnie de Javier. C'étaient des confessions brutes de douleur, de regret et de solitude. Mon fils, je pensais que l'argent pouvait tout acheter. Je me suis trompé. Il n'achète pas le temps, il n'achète pas un dîner en famille, et il n'achète certainement pas ton respect. J'ai été un immense échec. S'il te plaît, ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Lucas a fermé son ordinateur et est resté silencieux pendant un long moment. Maman, a-t-il fini par dire, c'est un homme à plaindre. Oui, mon fils. Nous prenons tous nos décisions et en payons le prix. La sienne a été la solitude. C'est une punition suffisante. Je n'accepterai pas son argent, a dit Lucas fermement. Mais je gérerai la fondation Aurora. J'utiliserai cet argent pour aider des enfants comme je l'ai été autrefois à voir leurs vœux exaucés. Je l'ai regardé avec admiration. Mon fils avait grandi. Il avait un cœur immense et compatissant. Nous n'avons plus besoin de haïr, maman. La haine ne fait que nous fatiguer. Lâchons prise pour pouvoir vivre des vies plus légères. Ces paroles ont libéré un poids que j'avais porté pendant 20 ans. Il était temps de laisser aller non pas pour le bien de Javier, mais pour le nôtre. Une semaine plus tard, les journaux ont annoncé que Javier Serrano avait pris sa retraite, faisant don de 99% de sa fortune à la Fondation Aurora. Les dernières photographies le montraient dans une petite maison à la campagne, s'occupant d'un potager, loin du monde des affaires. Lucas a repris la gestion de la fondation à distance. Il recevait occasionnellement des lettres manuscrites de son père, parlant de choses simples de la vie à la campagne. Ils ne se sont jamais appelés « père » et « fils », mais ils ont formé un lien invisible de compréhension et de respect. Cet hiver-là, Lucas m'a emmené en Islande. Lors de notre dernière nuit, nous sommes allés dans un endroit reculé pour voir les aurores boréales. Le froid était intense, mais nos cœurs étaient chauds. Et puis le miracle s'est produit, des lumières vertes, violettes et roses dansaient dans le ciel nocturne d'un spectacle d'une beauté cosmique qui nous a laissés sans voix. Mes larmes ont coulé, non pas de tristesse, mais d'admiration pure. Toutes les douleurs du passé semblaient insignifiantes face à l'immensité de l'univers. Lucas m'a serré dans ses bras. Son épaule était maintenant large et forte, mon port d'attache. Maman, a-t-il chuchoté. Merci. Merci de n'avoir jamais abandonné, de m'avoir donné une vie pleine même sans père. Tu es l'aurore boréale de ma vie. J'ai serré mon fils dans mes bras. Et toi, mon chéri, tu es le cadeau le plus précieux que la vie m'ait donné. Nous sommes restés là sous le ciel dansant, savourant la paix et le bonheur. Le passé était enfin en paix. Où allons-nous demain, fils, ai-je demandé. Il a souri, son sourire éclairant la nuit. Où tu veux, maman. Le monde est énorme. Tant que nous sommes ensemble, n'importe où est chez nous.